Alors, on peut y aller. Bonjour tout le monde. D'abord, j'en profite pour ceux que je vois pour la première fois cette année, vous souhaiter une bonne année. Ça va sûrement être une année intéressante dans un Parlement où on a un gouvernement minoritaire, donc beaucoup de débats. On a choisi aujourd'hui, donc première journée de notre caucus, de faire une sortie sur les universités. Comme vous le savez, bon, il y a un sommet qui s'en vient dans quelques semaines et je pense que la coalition Avenir Québec, comme notre nom le dit, bien, on essaie de travailler pour l'avenir et puis on attache beaucoup d'importance à l'éducation. On pense que nos universités ont un rôle vital à jouer pour l'avenir du Québec, donc autant au point de vue économique qu'au niveau social ou culturel. Donc, on a besoin de régler certains problèmes et de bien s'entendre pour des raisons autant individuelles que collectives. On a assisté malheureusement au cours des dernières semaines à un débat de chiffres. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne vous parlerai pas de chiffres aujourd'hui, je vais vous parler de vision. Parce que je pense que ce qu'on a oublié de dire et de débattre au cours des dernières semaines, c'est la vision qu'on veut pour nos universités au Québec. Parce que dépendamment de cette vision-là, bien, ça a des impacts sur toute la question du financement des universités. Si on est résigné puis qu'on se dit ce sera impossible que les universités québécoises soient compétitives en termes de recherche, d'innovation, bien, peut-être que nos universités sont surfinancées. Par contre, si on se dit que l'innovation, on y croit, puis qu'on pense que le Québec est capable, dans certaines de ses universités, d'attirer les meilleurs chercheurs au monde, puis de développer l'innovation au Québec, bien là, on a un sérieux problème avec le financement de nos universités. Donc, c'est important, d'abord, de s'entendre sur les missions et les objectifs qu'on veut donner à nos universités. Or, nous, on pense que dans nos universités, il y a deux missions qui sont complémentaires, qu'on ne doit pas choisir entre la mission d'accessibilité et la mission d'excellence au niveau de l'innovation et de la recherche. On pense qu'il faut choisir les deux. Donc, d'un côté, pour la coalition Avenir Québec, l'accessibilité, c'est fondamental. On a fait des pas de géant au cours des dernières décennies. Quand on voit, juste au cours des dernières 10 années, qu'on a réussi à augmenter de 31 le nombre d'étudiants dans nos universités, c'est un succès qu'il faut protéger. Moi-même, j'en suis un produit. Je viens d'un milieu populaire. J'ai eu droit à des prêts et bourses. Probablement que si on n'avait pas eu des universités accessibles, j'aurais pas pu faire la carrière que j'ai faite. Je parle des affaires, pas de la politique. Donc, c'est effectivement important de protéger cette accessibilité. Par contre, il faut à un moment donné être capable de se dire la vérité au Québec. Actuellement, on a des universités, certaines universités, qui n'ont pas les moyens d'être capables d'attirer les meilleurs chercheurs et de les garder. Soyons très concrets. Actuellement, à moins d'être de mauvaise foi, c'est évident que l'Université de Montréal n'a pas les mêmes ressources que l'Université de Toronto, toute proportion gardée, pour attirer les meilleurs professeurs et les meilleurs chercheurs. Et moi, je me refuse à la résignation. C'est pas vrai que le Québec est né pour un petit pain, qu'on va juste faire du nivellement par le bas, puis qu'on va oublier l'excellence. Il est temps au Québec qu'on se donne les moyens pour être parmi les meilleurs. On est capable de faire des grandes choses au Québec, mais il faut faire des choix. Il faut qu'une grande université comme l'Université de Montréal ait des moyens comparables à une grande université comme l'Université de Toronto. Et nous, on pense que c'est possible si on fait un vrai débat, qu'on a un peu de vision,
qu'on est capable, d'un côté, d'avoir l'accessibilité à l'ensemble des universités du Québec, parce que oui, on a un programme de prêts et bourses qui est généreux. On continue de proposer un régime de remboursement proportionnel aux revenus, donc pour rassurer les étudiants qui devraient payer un peu plus cher que si jamais les études ne donnent pas les revenus qui sont attendus, qui ne seront pas en difficulté. Mais on a besoin de parler de qualité d'éducation et parler d'accessibilité. C'est possible, les deux, et choisir un ou l'autre, c'est opter soit d'un côté pour le nivellement ou la médiocrité, ou de l'autre côté pour l'élitisme ou la fracture sociale. Il ne faut pas aller ni dans un extrême, ni dans l'autre. Il faut être capable à la fois de viser l'accessibilité et de viser l'excellence. Pour vous dire de façon un peu plus détaillée les propositions qu'on va proposer, qu'on va déposer d'ici le sommet, bien, je vous présente le député de La Prairie, qui est notre porte-parole en matière d'enseignement supérieur, Stéphane Le Bouillonnet. Merci, M. Legault, Madame, Messieurs. Alors, effectivement, on s'est beaucoup interrogé dans les derniers jours, dernières semaines, à savoir si nous attendions la fin du sommet pour donner nos conclusions et nos recommandations, ou si nous tentions d'alimenter le débat avec des principes, de nouveaux principes que nous aimerions mettre sur la table, qui pourraient être une nouvelle orientation pour le réseau d'enseignement supérieur, principalement les universités. En fait, on a réalisé, comme le disait M. Legault, que le système a été un grand succès au niveau de l'accessibilité. Il n'y a pas de doute, tous les chiffres sont là. On a effectué comme société un rattrapage extrêmement important. La question qu'on s'est posée par la suite, est-ce que cela s'est fait au détriment, éventuellement, de l'excellence? Est-ce que ça s'est fait au détriment de la possibilité pour certaines universités québécoises et certains centres d'excellence de pouvoir performer d'égal à égal avec les meilleurs sur la planète? On s'est demandé aussi s'il n'était pas possible que certaines universités soient sous-financées et que d'autres soient surfinancées, dépendamment effectivement de leur mission. On est arrivé à la conclusion que si au Québec nous avions ratissé large, nous avions un peu de difficulté maintenant. Et les chiffres le démontrent, à labourer profond. Certaines de nos grandes universités voient la part de leurs fonds fédéraux de recherche baisser et on réalise, lorsqu'on voit les transferts entre les fonds, que pour soutenir de la recherche, des sommes sont pompées, en fait, des fonctions d'enseignement vers les fonctions de recherche. On vous propose donc un changement, on propose au réseau et à la population québécoise un changement de paradigme. Malgré les problèmes de gouvernance qui devraient être dont la gouvernance devrait être revue, et on n'a pas besoin de revenir sur l'ensemble des éléments et des nombreux rapports, que ce soit le rapport Toulouse ou la loi 38, pour tenter de mettre un peu d'ordre dans la gouvernance des universités. Nous croyons que certaines universités, et ces universités-là pourraient éventuellement avoir un statut ou avoir davantage d'autonomie pour gérer l'université. Tout ça dans le cadre de balises qui pourraient être données par le gouvernement du Québec, mais leur permettre, au niveau de leurs sources de fonds, au niveau, entre autres, des frais de scolarité, d'avoir davantage de latitude pour être capable de renouer avec une forme de croissance au niveau de l'excellence et permettre de continuer leur rayonnement international. Ceci sans jamais oublier l'accessibilité pour toutes les universités québécoises, donc avec un système de prêts et bourses qui suit ces éventuelles augmentations dans les universités dites davantage de recherche, dont la mission est davantage axée sur la recherche. Et vous les connaissez, ces universités, les programmes de recherche sont variables. Ça passe d'une université de 560 millions par année à une autre université où c'est $1 million par année. Ce sont des contextes complètement différents. Nous refusons de vouloir avoir à choisir entre l'accessibilité versus l'excellence. Et nous croyons que d'avoir un système qui serait différencié permettrait aussi, en ce qui a trait à l'accessibilité, pour les universités qui sont davantage axées sur l'enseignement et qui ont effectué à travers le territoire un déploiement de ressources, de permettre une modulation des frais de scolarité qui verrait évidemment
des étudiants, entre autres en sciences humaines et en sciences politiques, qui verraient leurs frais de scolarité baisser, alors que d'autres disciplines pourraient voir leurs frais de scolarité augmenter. Pour nous, c'est une question d'équité entre les étudiants et c'est un autre principe que nous voulons édicter. Finalement, dernier élément, sur la question de la gouvernance, il est clair lorsqu'on entend, en fait, d'un côté les étudiants, les professeurs, les recteurs, que Québec, si jamais Québec doit ou veut davantage financer le réseau universitaire ou permettre au réseau universitaire d'aller une étape plus loin, changer de paradigme et sortir de l'ornière dans laquelle on est plongé depuis un bon nombre d'années maintenant, pas seulement depuis le printemps érable, il va falloir revoir la gouvernance des universités, particulièrement celles qui seraient appelées à avoir un rôle plus autonome. On va maintenant passer à la période de questions. Martine Biron. Oui, bonjour. Oui. Vous avez dit certaines universités devraient avoir un statut, plus d'autonomie, dans le cadre de balises, davantage de latitude. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir un statut? Là, vous voulez dire quoi? D'abord, il y a deux choses. Là. Ce qu'on dit, c'est que l'ensemble des 18 universités, on propose une modulation. Ça veut dire, en pratique, que certaines facultés, par exemple en sciences humaines, auraient une diminution de frais de scolarité et d'autres facultés, comme la médecine, auraient une augmentation des frais de scolarité parce qu'actuellement, certains étudiants payent 10 des coûts de leur formation, d'autres en payent 40 Donc, on veut ramener ça autour de 15-20 pour que ça soit équitable. Ça, c'est la première chose, c'est pour toutes les universités. En plus, ce qu'on dit, ce qu'on doit enfin oser dire au Québec, qu'on a de la difficulté à le dire, c'est que certaines universités, comme l'Université de Montréal, ont un rayonnement international, ont un niveau de recherche où ils doivent être capables d'être compétitives avec les meilleures universités dans le monde. Et ces universités, on veut leur laisser une latitude à l'intérieur de certaines balises, là, donc certains plafonds d'augmentation, pour augmenter leurs frais de scolarité, pour être capable de bien financer leur recherche en particulier et être capable donc d'attirer les meilleurs chercheurs. Je sais que votre prochaine question, ça va être lesquelles universités? Bon, il y en a certaines qui sont évidentes. Hein? On connaît l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, sont évidentes. Il y a des universités, par exemple, comme l'UQAM, ou certaines facultés, comme les facultés de sciences humaines de l'UQAM, où il y a de la recherche, puis il y a un rayonnement international. Il y a même des petites universités, comme l'Université du Québec à Chicoutimi en foresterie, ou l'Université du Québec à Rimouski en océanographie, où on a un certain rayonnement puis une nécessité d'être parmi les meilleurs. Donc, ça sera géré à la pièce, mais il faut permettre à ces universités d'être capables d'être parmi les meilleurs, d'être capables d'être excellentes, d'être capables de permettre au Québec, autant au niveau social, culturel qu'économique, d'avoir accès à ce qui se fait de mieux en innovation, parce qu'on est dans une société du savoir, puis c'est urgent de le faire. Puis il faut arrêter de mettre ça en opposition avec l'accessibilité. Puis il faut se dire la vérité, il y a des petites universités qui ont beaucoup moins de recherche, qui n'ont pas cette nécessité d'un financement additionnel pour attirer des chercheurs. Donc, il faut être capable, là, oui, de donner de la latitude et de l'autonomie à certaines universités. Vous allez facilement vous faire dire que vous voulez l'université à deux vitesses. Ça veut dire en favoriser certaines pour garder d'autres à un niveau plus... Ce qu'on veut, là, c'est le beurre et l'argent du beurre. On veut les deux. On veut être capable d'assurer l'accessibilité pour tous, même dans les grandes universités internationales, avec un excellent programme de régime de prêts et bourses qui serait bonifié avec un remboursement proportionnel aux revenus. Mais on veut être capable aussi de se dire, on n'est pas né pour un petit pain, on ne fera pas du nivellement juste par le bas, on va être capable de permettre aux universités qui sont capables, qui ont la taille, qui ont la recherche pour être
compétitive internationalement, de pouvoir le faire au bénéfice de tous les étudiants qui ont la capacité d'aller là. C'est un peu comme dans le sport. Oui, la participation, mais oui aussi, on a besoin d'une élite. Ce sont ces élites, ces leaders qui vont nous permettre de faire avancer le Québec. Arrêtons d'avoir peur de l'excellence au Québec. Martin Ouellet. Monsieur Legault. Oui. Vous parlez de moduler les droits de scolarité, mais pensez-vous vraiment que, après toutes les compromissions auxquelles s'est livré le Parti québécois depuis le printemps passé envers les étudiants, pensez-vous qu'il y a la moindre chance qu'il y ait un consensus en faveur d'une hausse des droits de scolarité après le sommet de M. Duchesne? Bien, c'est le problème de Pierre Duchesne puis du Parti québécois. Ils ont fait un débat essentiellement sur l'accessibilité. Personne n'a parlé de qualité de l'enseignement. Personne n'a parlé des défis de l'Université de Montréal versus l'Université de Toronto. Il faut être capable, à un moment donné, de sortir de ce débat. Est-ce que le Parti québécois sera capable? Disons que c'est mal parti, de la façon que M. Duchesne a lancé le débat, mais c'est malheureux parce qu'on a besoin au Québec d'être parmi les meilleurs. On a besoin de retrouver cette fierté. Puis, je le disais ce matin, s'il y a un message que la Coalition Avenir Québec veut porter au cours des prochains mois, c'est de se dire, on est encore capable au Québec de faire de grandes choses. C'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain. Donc, il faut être capable, effectivement, de convaincre le Parti québécois, puis Pierre Duchesne, de se dire, là, vous avez pris problème par le mauvais bout. Peut-être qu'à certaines universités, là, il y en a trop de financement, peut-être. Mais dans les universités qui sont en recherche, il y en manque d'argent actuellement. Peux-tu discuter des vraies affaires? C'est pas la question qui est posée aux participants du sommet. Alors, là, le débat est tout à fait théorique. Il n'y a aucune... Combien de chances vous attribuez à combien le pourcentage des chances que votre idée soit reprise quelque part? Écoutez, ce que j'espère, parce qu'on fait ça d'abord pour les jeunes, c'est qu'il y a des jeunes qui vont s'intéresser à l'excellence, qu'il y a des jeunes qui vont se dire on est capable de parler à la fois d'accessibilité puis à la fois d'être parmi les meilleurs. Moi, j'espère qu'il y a des jeunes au Québec qui souhaitent qu'on ait des universités qui soient parmi les meilleures dans le monde. J'espère. Je pense que dans la société civile aussi, il y a de plus en plus de leaders qui se lèvent pour réclamer qu'on se dise les vraies affaires. Michel Pepin. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est un programme quand même, c'est du changement ambitieux. assez important. Oui, il y a quelque chose d'ambitieux certainement là-dedans parce que c'est assez vaste comme modification, ce que vous proposez à première vue. Alors, puisque j'ai à peu près 2 questions, est-ce que la modulation des droits de scolarité selon les programmes, les universités, etc., est-ce que ça ne sera pas à coût nul, ça, je suppose? Dans quelle mesure est-ce que c'est à coût nul? Je pense que la modulation par programme peut se faire à coût nul. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire, certaines facultés, certains programmes, les frais de scolarité devraient être diminués. Puis dans d'autres programmes, ils devraient être augmentés. Puis ça pourrait être à coût nul. Par contre, là où on a un problème, c'est quand il s'agit de financer la recherche, l'excellence. Là, ça ne se fera pas à coût nul. Mais ce qu'on se dit, c'est que le gouvernement s'est déjà engagé à investir à peu près 260 millions sur 5 ans, qu'on avait appelé le plan Bachand. On continue de supporter ce 260 millions. On est contre aussi les coupures qui sont annoncées actuellement. Mais pour aller chercher l'argent nécessaire dans les universités de classe mondiale qui font beaucoup de recherche, il va falloir donner la latitude puis augmenter les frais de scolarité, compensés par un programme de prêts et bourses. Donc, cette partie-là sera assumée par les étudiants. Bon, là, c'est à coût nul, mais ça pourrait augmenter le financement des universités? Non, c'est qu'il y a 2 choses. Oui, il y a 2 choses. La modulation par programme est à coût nul. Donc, de dire certaines facultés ou programmes en sciences humaines, probablement qu'il va y avoir une baisse. En médecine, il va y avoir une hausse. Ça, c'est à coût nul. Maintenant, dans les universités qui font beaucoup de recherche, on veut permettre aussi
de mieux financer puis d'augmenter les frais de scolarité. Donc là, ça ne se fera pas à coup nul. Mais ça se fera seulement dans quelques universités. Dans quelques universités, certaines universités transféreraient ou verraient leur budget Quelques universités de ou recherche, quelques facultés dans certains cas. perdraient leur budget de recherche qui se transférerait à d'autres universités? Non, ça s'ajouterait. Ça s'ajouterait. Le financement qui est là actuellement, là, vous imprimez de on l'argent, le garde. Mais en plus, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi se rendre à l'évidence. L'Université de Montréal, là, actuellement, perd un professeur par mois. Ça n'en va pas dans une autre université du réseau au Québec. S'en vont dans le reste du Canada, aux États-Unis. Si on veut garder les meilleurs professeurs, les meilleurs chercheurs, il faut que les grandes universités comme l'Université de Montréal soient mieux financées. Même chose ici à Laval. L'Université Laval, là, n'arrive pas à être compétitive avec l'Université de Calgary. C'est pas normal. On ne demande pas à l'Université Laval d'être compétitive avec l'Université du Québec à Chicoutimi. On demande d'être compétitive avec des universités qui sont de calibre international. Mais il faut leur donner les moyens. Actuellement, puis j'étais celui qui a mis en place le nouveau programme de financement des universités, la nouvelle politique de financement. Malheureusement, les 18 universités sont financées de la même façon. Il faut avoir le courage de se dire, c'est pas la réalité. Tous les pays, là, prenez la France, il y a des universités, comme la Sorbonne, qui sont accessibles à tout le monde, même gratuites, mais il y a les grandes universités. Tous les pays sont comme ça. On ne sera pas capable au Québec d'avoir 18 universités de calibre international, mais on ne peut pas se permettre d'en avoir aucune. Tommy Chouinard. Oui, bonjour, M. Legault. M. Lebouillant, bonjour. Je veux comprendre, à combien estimez-vous le manque à gagner là, pour ce qui est de la recherche pour les universités qui auraient le droit finalement de fixer elles-mêmes leur droit de scolarité en sus de la modulation dont vous parlez? Combien pensez-vous d'argent qu'il faut aller chercher de ce côté-là? Bien, il faut parler en termes de quelques centaines de millions de dollars, mais il faut l'évaluer faculté par faculté, université par université. Mais là, pour l'instant, là, on parle... La CREPUC est arrivée à 850 millions pour l'ensemble du réseau. Pierre Fortin a dit, avec raison, il faut tenir compte de la différence du coût de la vie, ça devrait être plus autour de 300 millions. Le problème qu'il y a, là, c'est qu'on ne peut pas faire ça pour les 18 universités. Il y a des universités qui font moins de recherche et qui sont bien financées. Mais il y a des universités qui font beaucoup de recherche et qui sont mal financées. C'est ça la réalité, donc il faut les prendre une par une. Pensez pas là, que la Coalition Avenir Québec, on a 50 recherchistes et être capable de tout partager ça. Mais à vue d'œil, il manque quelques centaines de millions de dollars. Quelles universités sont sous-financées? Sont surfinancées, pardon? Bien, écoutez, ce que je vous dis, là, c'est que si on oublie les universités de recherche, il y en a qui sont, disons, correctement financées, mais où ils ne sont pas sous-financés. Okay? Je devrais dire ça comme ça. Il y a des universités qui ne sont pas sous-financées. Disons qu'il y en a au moins une dizaine. Mais dans celles qui restent, il y en a qui sont sous-financées. Puis il va falloir se le dire. Et puis tout le monde le sait. Je ne peux pas croire là que Pierre Duchesne, qui doit avoir certains fonctionnaires qui sont encore là, qui étaient là lorsque j'étais là, ils savent très bien que l'Université de Montréal a des problèmes. Ils savent très bien que l'Université de McGill a des problèmes. Bien, il va falloir à un moment donné se dire, est-ce qu'on, au nom de l'égalité, puis de se dire, on fait du nivellement au Québec, on n'aide pas ces universités à continuer à prendre leur place dans le monde? Non, moi je pense qu'il faut être capable de se dire les vraies choses au Québec. Juste une précision, justement. Votre proposition, vous savez très bien, là, je pense pas que ça va susciter un consensus. Hein, on s'entend. Le gouvernement, lui, essaie d'atteindre un consensus. Est-ce que vous pensez que, finalement, c'est illusoire d'arriver à un consensus sur cette question-là? Moi, j'aimerais ça entendre Martine Desjardins ou n'importe quel représentant des étudiants venir dire que, selon elle, il n'y a pas de problème de financement avec l'Université de Montréal, que l'Université de Montréal a le financement suffisant pour être compétitif avec l'Université de Toronto. J'aimerais ça les entendre dire ça, parce que je ne peux pas croire là qu'on peut être de bonne foi puis dire que les grandes universités de recherche
sont bien financés au Québec. Véronique Prince. Il faut juste se dire la vérité. Bonjour. Bonjour. Justement, pour reprendre l'expression de ma collègue, des universités à deux vitesses comme ça, c'est pas évident à gérer. Donc, vous dites que la transparence, la gouvernance, ça doit être mis à jour parce qu'ils vont avoir une plus grande autonomie. Mais justement, comment vous allez faire pour gérer ça concrètement? D'abord, je reprendrai les contrats de performance que j'avais mis en place, dont on devrait s'entendre avec chaque université en se donnant des objectifs de résultats en termes de diplomation, en termes de recherche, et au moins une fois par année, venir dans une commission parlementaire, être capable de rendre des comptes. Donc, il faut, à un moment donné, être capable qu'il y ait un suivi. Les universités vont vous dire que depuis que j'ai quitté, il n'y en a plus de suivi des contrats de performance puis des objectifs de performance. Bien, il faut revenir à ça. Il faut revoir aussi ce qu'on fait avec les conseils d'administration, comment on compose ces conseils pour avoir l'expertise nécessaire. Donc, il y a du travail à faire. Nous, on pense qu'il y a du travail à faire au niveau de la gouvernance. Mais ça serait mentir que de penser qu'on va régler tous les problèmes du réseau universitaire au Québec juste avec une meilleure gouvernance. On a un sérieux problème dans les grandes universités de recherche au point de vue du financement. Donc, une université qui reçoit plus d'argent qu'une autre, si elle n'a pas de résultats, de performance, elle pourrait s'en le faire enlever un peu au profit d'une autre, c'est ça? Bien, ce qu'on souhaite, là, c'est que l'argent soit bien utilisé, qu'on mette le moins d'argent possible dans l'administration, puis le plus possible dans les services aux étudiants, que l'argent aille dans l'enseignement puis dans la recherche. C'est ça qu'on souhaite, puis ça, c'est possible de faire ce suivi-là. Puis on ne peut pas comparer l'Université de Montréal avec l'Université du Québec à Chicoutimi puis donner les mêmes objectifs en termes de recherche, là. Il faut être réaliste, là. On le sait tous, là. Moi, j'ai l'impression ici, tout le monde le sait, mais tout le monde se dit « Enfin, quelqu'un qui ose le dire, mais est-ce que... comment ça va être reçu? » Mais est-ce qu'on veut être excellent au Québec? Est-ce qu'on veut être parmi les meilleurs? Est-ce qu'on veut faire face à une société du savoir là, qui est mondialisée? Ou si on veut se résigner puis dire oh, on n'est pas assez bon pour être à temps, ben moi, là, j'accepterai pas d'être moins bon que les autres. Dernière rapide. Non, je voudrais juste vous entendre sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec votre député, M. Duchesneau, qui a été un témoin de la commission, alors qu'il est lui-même, qu'il a été témoin et qu'il est votre député aussi. Oui. Bien, comme il l'a dit, c'est à refaire, étant donné qu'il est député, il ne devrait pas donner ce genre de conseils. Par contre, je pense qu'il l'a fait de bonne foi. Vous savez, quand il était à l'UPAC, M. Duchesneau a réussi à convaincre des dizaines de personnes de venir témoigner, sans intérêt financier personnel, là, vraiment pour le bien de la société. Bien, il s'est développé une relation de confiance. Ces gens-là, je peux comprendre que lorsqu'il vient le temps de témoigner, disent à M. Duchesneau, c'est vous qui m'avez convaincu de déballer mon sac, là, bien, vous allez au moins m'aider. Il aurait dû dire non, là, puis je pense que c'est clair pour l'avenir, mais c'était fait de bonne foi, puis j'ai totalement confiance en Jacques Duchesneau. Robert Dutrisac. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mêler des pommes puis des oranges là, avec la recherche puis l'enseignement? Ce que vous dites essentiellement, c'est que haussons les frais de scolarité dans certaines universités pour financer la recherche de ces universités. Est-ce que c'est la seule solution, ça? Parce que, bon, les fonds de recherche, ils viennent de diverses sources, du fédéral, de fonds de recherche. Ouais. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus sur le fait qu'il soit nécessaire d'augmenter les frais de scolarité pour financer la recherche, d'une part, et d'autre part, les gens qui font de la recherche au sein de l'université, vous parlez de modulation, c'est pas les gens au niveau du bac, là. C'est des gens au niveau de la maîtrise, c'est des gens au niveau du doctorat. Est-ce que votre idée, c'est de moduler également, de faire en sorte que les frais de scolarité soient beaucoup plus élevés pour la maîtrise ou le doctorat où on participe souvent à la recherche? Bon. D'abord, moi, je vous invite à aller rencontrer les recteurs ou principales, Mme Heather Monroe Bloom, les recteurs des différentes grandes universités, de la Polytechnique, des HEC. Ce qu'ils vont vous expliquer, c'est que les fonds de recherche fédéraux créent un problème même de financement à cause de tous les frais indirects de la recherche. Cet argent-là ne peut pas être dédié à autre chose que le projet pour lequel ils ont reçu l'argent. Mais il se fait de la recherche de façon générale. Et les professeurs
qui vont, entre autres, enseigner au bac. Oui, à la maîtrise et au doctorat, mais aussi au bac. Il faut être capable d'avoir les meilleurs. C'est un peu comme les joueurs de hockey, là. Actuellement, il y a une compétition planétaire pour attirer les meilleurs professeurs et les meilleurs chercheurs. Or, les professeurs qu'on perd actuellement à McGill ou à l'Université de Montréal, à chaque mois, c'est pas les moins bons. Ce sont ceux qui ont une carrière, une vision internationale. Moi, je veux les garder. Je veux non seulement les garder, mais je veux en attirer d'autres. Parce que il y a comme actuellement un effet de groupe. Il y a des chercheurs qui s'en vont dans les grandes universités américaines parce qu'ils disent « je vais côtoyer d'autres chercheurs qui vont me permettre de faire avancer la science ». Donc, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire ça dans chacune des 18 universités. Mais on a besoin d'avoir un noyau de recherche dans certaines universités, dans certaines facultés, puis actuellement, on n'est pas capable d'y arriver. Moi, je vous invite, là, à aller vous asseoir avec les gens de l'Université de Montréal, de la Polytechnique, de McGill, de l'Université Laval. Ils vont vous expliquer, ils ont un sérieux problème à garder les meilleurs professeurs, les meilleurs chercheurs, puis un niveau de recherche qui est compétitif, qui va nous permettre de déboucher éventuellement sur l'innovation dans notre société, autant au point de vue social, culturel qu'économique. Donc, il y a un problème réel. C'est pas un faux problème. Puis on mélange pas les pommes et les oranges. Au contraire, on dit la vérité. C'est-à-dire, vous parlez des chercheurs qu'il faut attirer, mais ces chercheurs-là, qui enseignent aussi, mais plus ils sont des grands chercheurs, moins ils enseignent, hein, on le sait, d'une part. Ouais. D'autre part... je vous arrête tout de suite. C'est faux, ça. Prenez une grande université comme Harvard. Ils obligent les meilleurs chercheurs à enseigner à la première année du bac. Parce que ce sont ces personnes qui vont être capables de motiver des jeunes qui vont devenir des gens innovants. Donc, c'est pas vrai, ça, qu'ils enseignent de moins en moins. Ou en tout cas, s'ils enseignent de moins en moins, on a un problème. Ouais, mais pourquoi pas investir directement dans la recherche, dans les programmes de recherche, et pour attirer ces chercheurs? Vous prenez l'argent où? Vous allez demander encore aux contribuables d'augmenter les impôts pour financer la recherche? Qui va bénéficier en premier de la recherche? Ce sont les étudiants. Quel est l'État en Amérique du Nord où le pourcentage du financement vient le plus de l'État? C'est le Québec. À un moment donné, il faut faire les bons choix. Jean-Luc Lavallée. Bonjour. Oui. Une précision sur la modulation. Si je comprends bien, vous voudriez que tous les étudiants au Québec paient un pourcentage égal du coût de leurs études. Vous avez dit autour de 15-20. C'est 15 ou c'est 20 ou c'est un autre chiffre? Bien, il faut l'ajuster. Je n'ai pas toutes les données, coût par coût, université par université, frais de scolarité. Je veux dire, je ne suis pas équipé. Même la CREPUC, on leur a posé la question, puis ils étaient pas capables d'y répondre, puis ils ont pourtant une armée de personnel pour être capable de le faire. Mais ce qu'on vous dit, là, c'est qu'il faut s'assurer qu'on cesse, comme actuellement, d'avoir des étudiants qui payent 40 du coût total, par exemple en sciences humaines, puis d'autres qui en payent 10 ça devrait être plus proportionnel au coût. Ça serait plus équitable. Entre 15 et 20, selon vos estimés. Très rapidement, sur un autre sujet, j'aimerais savoir à quelle enseigne vous logez sur le vote à 16 ans. Bien, écoutez, là, je pense pas qu'on puisse, comme Mme Marois essaie de le faire, de régler ce dossier-là à la pièce, là. Quand on a décidé au Québec qu'une personne avait tous les droits puis toutes les responsabilités à 18 ans, bien, ça s'applique dans plusieurs domaines. Puis jusqu'à preuve du contraire, moi, je continue à penser que c'est encore à 18 ans qu'on devrait donner tous les droits puis les responsabilités aux jeunes. Et ce que je sens, c'est que Mme Marois lance un ballon, là, probablement qu'elle a peur d'un échec lors du sommet qui s'en vient. Puis là, ben, elle va essayer de faire plaisir aux jeunes, puis de faire un petit peu de clientélisme. Mais finalement, là, moi, je pense pas que les Québécois sont prêts à changer l'âge de la majorité au Québec de 18 à 16 ans. Deux questions rapides, deux dernières questions en français. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Où situez-vous l'UQAM dans tout ce que vous avez dit? Bonne question. Bonne question. Je pense que l'UQAM a une expertise et fait de la recherche en sciences humaines. Et je pense que dans ce sens-là, elle peut se qualifier d'une grande université dans le domaine des sciences humaines.
Je pense que dans d'autres domaines, évidemment, l'UQAM n'a pas de faculté de médecine. Donc, quand on parle des sciences de la vie, bien, il y a moins de recherche qui se fait à l'UQAM dans les sciences de la vie que, par exemple, dans les 4 grandes universités qui ont des facultés de médecine. Mais je pense qu'en sciences humaines, elle fait partie des grandes universités. Donc, il y a des coupures, des hausses, et ce ne serait pas nécessairement pour cette université-là? Bien, ce qu'on dit, là, je répète, là, les 18 universités auraient de la modulation, c'est-à-dire qu'à coût nul, les frais de scolarité payés seraient différents, comme à peu près partout dans le monde, si on est dans une faculté qui a des coûts bas, par exemple comme dans les sciences humaines, par rapport à une faculté où on a des coûts élevés, par exemple en médecine. Ça s'appliquerait à tout le monde. En plus, les facultés qui ont une certaine taille, qui font un certain niveau de recherche, qui ont besoin de l'excellence, auraient une marge de manœuvre pour hausser les frais de scolarité. Donc, ce serait, on pourrait penser, par exemple, que l'UQAM aurait une marge de manœuvre en sciences humaines pour pouvoir augmenter ses frais de scolarité au-delà de la modulation de base qui serait dans les 18 universités. Sur un tout autre sujet, qu'est-ce que vous pensez du gel de l'embauche dans la fonction publique? Bien, écoutez, il faut éviter le mur à mur. Nous, ce qu'on avait dit, là, c'est qu'il fallait cibler certains endroits. Exemple, les commissions scolaires. Exemple, les agences de santé. Là, ce que j'ai peur avec ce mur à mur, c'est qu'on coupe dans les services directs à la population. Je pense qu'il doit y avoir un véritable plan qui est autre que de dire, par hasard, dans le département X, Y, Z, il y en a 3 qui sont dus prendre leur retraite, puis on ne les remplace pas. Dans un autre département, où peut-être qu'il n'y a pas d'efficacité, mais personne n'est dû prendre sa retraite, bien, il n'y a pas de coupures qui se font. Je pense qu'il aurait dû y avoir un plan qui est beaucoup moins mur à mur, beaucoup mieux adapté. Mais je suis d'accord qu'il faut réduire les dépenses, en particulier dans les 2 grands réseaux. Puis je dis en particulier 600 millions de dollars qu'on dépense dans les commissions scolaires. J'entends personne en parler. Puis des centaines de millions dans les agences de santé. J'entends personne en parler au Parti québécois. Julien Lafille, dernière question. J'aimerais vous entendre sur Gentilly 2. Quelles sont vos attentes par rapport à la commission parlementaire qui commence demain? Bien, écoutez, je pense que M. Vandal nous doit des réponses. On apprend qu'il y avait déjà des études qui étaient produites à l'interne démontrant peut-être que c'était pas un investissement justifié de rénover Gentilly 2. Mais au même moment, on a dépensé près d'1 milliard de dollars pour acheter des équipements pour la rénovation. Y a-t-il un département de planification chez Hydro-Québec? Il y a des questions. Il doit nous dire là, à quel moment on a évolué, que la position d'Hydro-Québec a évolué concernant Gentilly 2. Ça va être un dossier prioritaire pour la CAQ au cours de la prochaine session? Bien, je pense que quand on parle de développement économique, l'énergie, c'est important. Donc, Hydro-Québec, il faut que ça soit géré d'une façon efficace. Il faut, à un moment donné, être capable aussi de se dire, est-ce que les surplus qu'on a en termes d'énergie, est-ce que ça remet en question des programmes comme l'éolien? Qu'est-ce qu'on fait avec des mini-centrales comme Val-Jalbert? J'en reviens pas, moi, que Mme Marois, juste avant Noël, en sachant qu'il y a des surplus chez Hydro-Québec, continue à vouloir bâtir une centrale comme Val-Jalbert. Donc, ça va être un dossier qu'on va suivre, mais je vous dirais, de façon générale, dans la prochaine session, on va parler beaucoup d'économie, puis d'intégrité. Questions in English. Angelica? Yes. Yes. So let's take 2 examples that will be familiar to my listeners, McGill and Concordia. Yeah. How would your new system work for McGill versus Concordia? Okay. First, for both of them, we will ask them to change the way that they charge their tuition fees. We would like that it be a proportion, same proportion of the total cost of each program, which means that, for example, in human sciences, there will be a decrease, and in engineering, there'll be an increase. It'll be for both of them. But on top of that, we know very well that McGill is a research university being in competition with the best universities in North America. Right now, McGill doesn't have the means to be able to compete with these universities. So my fear is that in few years from now,
McGill not be able to be within the first few best universities in the world. We have to give them the means to be able to keep on doing the good job. So we think that it's not in a position to say in Quebec, accessibility is very important. And loans and bursaries, we will continue to finance them well, including for the part of increase in tuition fees. But we have to be able in Quebec to talk about excellence. Right now, it's like it's in a position. We have to have both. And that's why we have to be careful. Right now, McGill University is in real trouble. I've met with Heather Monroe Bloom, and she told me so. She doesn't have the means to be able to keep the best professors, and she's got close to $1 billion of maintenance not done. So we really have to help them. In the process of creating two sets of universities, universities for the rich and universities for the poor? No, because of the loans and bursaries system we have in Quebec, McGill is accessible to all Quebecers. And what we propose also is to put in place a program of reimbursements of loans proportional to revenue, which means that a student would have made, for all kind of reason, a bad choice. After 10 years, we would erase the total loan. So it means that right now, we permit to all Quebecers having the right art quote, the right notes, to have access to McGill University. But it's about time we talk about quality of universities in Quebec. And that is totally absent from the actual summit of Pierre Duchesne. Tim Dubois? Yeah. Hello. Under the scheme where you would have modulated tuition depending on the university and the program, what would happen province-wide in terms of gross subsidies from the province to the universities? Would those still go up? We don't change the forecast that have been done by Raymond Bachand. I think that we were planning to have something like $260 million over 5 years. We would keep that. We are against also the cuts that were announced for this year and next year. So we don't change this part. But what we say is that on top of that, we also have to permit to research universities to increase their tuition fees in order to keep these universities competitive with the best in Quebec. I want that we be able in Quebec to say we are able to be within the best in the world. What do you think of Mr. Duchesne coming out yesterday and again today and really confirming now that the objective that some students have for free tuition is off the table? It's not going to happen. Well, again, Mr. Duchesne is talking only about one subject, tuition fees. He's not talking about quality of universities and especially quality of international universities. And it's too bad because I think that it's about time that we stop trying to equalize everything and that we permit to the best student to have the best education possible. And I never heard Pierre Duchesne talking about that. Kevin? Yes, I'm not entirely clear. You talked about the universities that do have a research vocation, and you named Université de Montréal, McGill, Laval, Sherbrooke. Then you mentioned Université de Québec at Rimouski and Université de Québec at Montréal. No. What I said is that you can have exceptions for some programs like Oceanographie in Rimouski, but not all the University of Quebec in Rimouski. But I can say that McGill in total is a research university. Okay. Because, for instance, Concordia has a very good business program. They have... Yeah.
Yeah, but we have to, again, not put all the 18 universities on the same level. That's the problem in Quebec. Yeah, at the research level then, 'cause, I mean, you're talking about... But of course, if you look at the total university, you have 4 of them. If you see where the research is done in Quebec, you have 4 of them. Okay. But you would have, so the other 14 would be not research, not research universities. Yeah, but they have to be of quality, but they essentially they teach students. They don't do much research, so it's not the same objective, not the same mission in a way. Are you worried in France there's a system, les grandes écoles and the others, and the others don't have a very good reputation. Yeah, but it's like that in all countries. Yeah. We cannot afford to have 18 universities within the best in the world, but we cannot afford to have none of them. Caroline Plante. Hello, Mr. Hello. Mr. Le Bouillonnet, can we hear you on this? What will be your role heading into the Education Summit? As you know, up to now, we've been obliged to listen only because we were observers. So even we're not allowed to ask any question. And clearly, we are listening. And we are also, let's say, we are considering the fact that up to now, that element that would like to be discussed among that summit were not discussed. That's why we were compelled to come today and say, look, there is something that we're missing here, is the excellence. And we have a proposal for Quebec, and that's the proposal that Coalition Avenir Québec we're putting on the table today. And we hope that we are going to see next few days in the summit in Rimouski some reaction. And we know that we are going to be involved also at the end of the process at the summit. And we know that after that, we are going to confirm and adjust and come back to you with a more detailed plan for our proposal. You'll try to build consensus around this idea? Well, it's like, consensus, if you've been there, it's quite difficult. If you're looking at the interests around the table, it's that's why we had the problem during the spring. So is it an objective to build a consensus? Maybe yes, if we can. But if we can't build a consensus, we have to tell the truth to the Quebecers, and we have to both protect the accessibility and the excellence. It's what we're trying to do. Mr. Legault, can I hear you on the hiring freeze at the public sector level? What do you think? Okay, I think that right now we agree that we have to reduce expenses, but we should target places where we have a problem with bureaucracy, including school boards, healthcare agencies. My fear right now is that it's wall to wall. We are saying in each department where we have people retiring, we will not replace them. So if by luck you have nobody retiring in your department, you're okay. It doesn't mean it doesn't make sense. That's not the way you should make these efficient gains. You're defending Mr. Duchesneau today? Yeah, I think that Mr. Duchesneau was very clear that if he had to do that again as an MNA, he should not be advisor of somebody going at a commission. But I can understand at the same time that when he was at the UPAC, he had to convince these people to say what they've seen about corruption. And of course, it means that he built a confidence report with some people like Martin Dumont. And Martin Dumont, I'm sure, said to Mr. Duchesneau, come on, you convinced me of doing that. You will help me now. But of course, he cannot as an MNA. And last but not least, Max. Yeah. Do you have a sense that the universities are prepared to accept a patchwork system where you have some universities that get more money and can do research, and others where research is basically not encouraged? But I think yes. I think that if everybody is in good faith, they know very well that the situation is not the same in Chicoutimi than with McGill University. The challenges are not the same, and I think that right now we have to keep McGill University between the best in the world. And it means that
McGill University has to have a better financing and cannot be on the same level at the University of Quebec in Chicoutimi. And in terms of the tuition fees that would go up across the board a little bit or a lot, depending, you would still have a situation where you're going to force students to pay a lot more, considerably more. Yeah. How can you ensure people that we won't be going back to last spring? Okay, but two things. First, in the 18 universities, there would be some increase and some decreases because we would set a target in percentage of the total cost between 15 and 20%. Right now, some students pay 10%, some others pay 40%. That's the first point. Second point, for students going to major universities, they can expect a higher revenue at the end of their studies. And of course, we have a very good bursaries and loans program, so we think that we protect accessibility. But of course, you have to make the difference between students and the federations of students. That's it. Thank you. Thank you.